Bonjour à tous, c'est Christophe Bonnefond de RSE et compagnie. Après la lutte contre le gaspillage alimentaire avec Phoenix, vous allez découvrir Pro Bono Lab avec son directeur général, Sylvain Raymond. Dans ce troisième épisode de 52 minutes, Sylvain nous explique comment chaque citoyen peut s'engager en partageant ses compétences avec le pro bono, le mécénat et le bénévolat. L'épisode provient d'un enregistrement téléphonique du 8 mai 2020. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Aujourd'hui, on est le 8 mai 2020 et pour cet épisode, j'accueille à nouveau Sylvain Raymond. Salut Sylvain. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Très bien. Merci de me recevoir. Merci à toi surtout de revenir participer à cet épisode du podcast. Donc tu es directeur général de Pro Bono Lab. Donc Pro Bono Lab, c'est le spécialiste du partage de compétences. C'est ça, exactement. Donc c'est l'engagement par le partage de compétences, y compris donc le bénévolat et le mécénat de compétences. Je te laisse nous en dire plus sur les services, Sylvain. Oui, exactement. Alors Pro Bono Lab, tu viens de le dire, hein, on est présent nous un peu partout en France et dans 30 pays du monde. Et notre métier, c'est de démocratiser la pratique du pro bono. Alors pro bono, c'est l'engagement qui consiste à mettre gratuitement ses compétences au service d'une cause. Et en France, en effet, le cadre est assez exceptionnel puisque il y a que là, d'ailleurs, qu'il existe. Il y a un dispositif fiscal, réglementaire et juridique qui s'appelle le mécénat de compétences, qui permet à des collaborateurs d'entreprise de s'engager sur leur temps de travail. Et puis, à côté de ça, il y a du bénévolat de compétences qui permet à tout un chacun de pouvoir mettre ses compétences au service du bien public. Nous, on a deux manières de le démocratiser. On le démocratise par la pensée, la démocratisation de la culture du pro bono, qui en soi est quasiment une philosophie, celle de donner de soi, de ses connaissances, de ses compétences, à travers des activités de plaidoyer, des événements et des temps forts comme le Pro Bono Day, à travers des réflexions d'entreprises qui sont très en pointe sur ces sujets. Et là, on anime des réflexions assez pointues. Et puis des études, sans doute que vous connaissez le dernier panorama du Pro Bono, le baromètre du mécénat de compétences d'Admical sur lesquels on est devenu partenaire. Voilà, donc ça c'est toute la partie comment on va faire pour que tout un chacun, toi, moi, l'ensemble des Français connaissent déjà cette pratique. Et puis on a une offre de service qui est plus dans le faire, le fait d'agir. Et là, on démocratise la pratique du bénévolat et du mécénat de compétences via un certain nombre d'activités marchandes et non marchandes, des programmes d'intérêt général et des accompagnements d'entreprises, où là, ça va vraiment d'essayer d'accompagner les entreprises dans l'engagement de leurs collaborateurs, en essayant d'affecter au-delà d'un don financier des compétences à un certain nombre de structures d'intérêt général. Et puis par ailleurs, on porte nous en propre un certain nombre de programmes d'intérêt général qui permettent au lab de se concentrer sur des cibles particulières. Je pense notamment aux demandeurs d'emploi, aux étudiants et à d'autres personnes à qui on reconnaît pas forcément la compétence dans nos sociétés, mais qui sont extrêmement précieuses pour les associations. Je pense aussi aux réfugiés, aux personnes détenues. Voilà, sur chacune de ces cibles, on a des programmes d'intérêt général qui nous permettent de démocratiser la pratique. D'accord, très bien. Donc c'est très complet comme service chez Pro Bono Lab. Et c'est bien aussi d'avoir su préciser, voilà, on peut donner, offrir ses compétences à la fois sur son temps de travail, mais aussi hors temps de travail, comme le bénévolat. Et exactement. Et c'est vrai qu'on parle énormément actuellement du mécénat de compétences, mais voilà, nous notre enjeu, c'est surtout d'engager un mouvement citoyen assez profond, surtout dans une crise comme celle qu'on traverse, que chaque Français, chaque citoyen qui a envie d'agir comprenne qu'il peut en effet donner de l'argent, bien sûr, oui. Ça il faut surtout pas arrêter, mais il peut aussi donner de ses compétences, de son savoir, et qu'il y a plein d'associations qui vont être fragilisées par cette crise et qui auront besoin en plus d'argent
d'avoir des conseils, d'avoir des réflexes professionnels, d'avoir des bonnes idées. Et ça s'appelle le pro bono. Ouais, c'est vraiment global que l'argent c'est bien, mais les compétences c'est aussi très bien. C'est ça. Parfait. Au niveau des structures avec lesquelles vous travaillez, quels sont les différents types d'organisations? J'imagine que tu as des petites, des moyennes et des grandes entreprises qui font appel peut-être à vos services. Est-ce que tu connais un petit peu la part de chaque type d'entreprise? Nous, on travaille avec des entreprises et des acteurs publics. Hein. C'est tous ces viviers de compétences. Et notre métier, je disais, c'est de démocratiser. Donc, on se préoccupe très très peu de la taille de ces entreprises. Il s'avère que ça a longtemps été le mécénat de compétences, l'apanage des très grands groupes. Mais là encore, ça se démocratise à d'autres types d'acteurs et à d'autres tailles d'entreprises. Donc, de plus en plus, notamment au cœur de nos territoires, on travaille avec des petites et moyennes entreprises qui veulent engager leurs collaborateurs. Alors c'est plutôt d'autres formats d'engagement. On est moins sur le mécénat de compétences temps long, individuel. On est plutôt sur des formats collectifs où on a une journée ou plusieurs heures des collaborateurs vont s'engager ensemble au service d'une association. Ça c'est un format assez phare hein, chez Pro Bono Lab, c'est le marathon Pro Bono que beaucoup de gens connaissent. Mais après, voilà, c'est amené à se démocratiser à tous les types de structures. Il y a des réflexions en cours pour que les agents du service public puissent s'engager sur leur temps de travail. Donc ça, c'est une des parties prenantes du lab. Ce que j'évoquais, c'est comment Pro Bono Lab accompagne les entreprises qui veulent mobiliser leurs collaborateurs, qui veulent faire bénéficier d'associations les compétences de leurs collaborateurs, comment on les accompagne dans la structuration de leur programme d'engagement, à la mise en œuvre de ces programmes, voire des formats clés en main comme ça. Donc on a des formats qui sont très très opérationnels et qui permettent en très peu de temps d'accompagner une association. Voilà. Donc après on a d'autres parties prenantes. C'est vrai qu'on connaît beaucoup Pro Bono Lab pour l'accompagnement des entreprises. Ça reste quand même le cas. On est passé de 30 à 110 partenaires en 2 ans. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'émulation autour de ce sujet. Et ça n'en finit pas, hein, même pendant cette crise, on voit qu'il y a des nouvelles vocations d'entreprises engagées par la compétence. Maintenant, on a d'autres parties prenantes et elles sont pour nous même notre vocation, notre mission première. Notre ambition, c'est de faire que chaque structure à finalité sociale ait accès aux compétences dont elle a besoin. Et quand on parle de structure à finalité sociale, justement, on parle aussi d'associations, de structures à impact de toute taille, des petites, des moyennes, des grosses, qui ont compris que justement il y avait d'autres manières que d'envisager leur développement que le don financier. Elles pouvaient aussi aller investiguer le champ des compétences. Et ça, j'insiste, c'est notre raison d'être. C'est vraiment notre mission principale, c'est d'essayer de voir quelles associations vont pouvoir être accompagnées, quelles associations vont pouvoir bénéficier de compétences pour se développer et générer un impact le plus vaste possible. Et pour ça, on a parlé des compétences en entreprise, et je l'évoquais tout à l'heure sur la première question, il y a aussi beaucoup de compétences en dehors. Nous, notre vocation, c'est aussi d'aller chercher la compétence là où elle est. Et donc, on a une autre partie prenante qui sont les volontaires, les bénévoles. Il y a 7000 volontaires dans notre communauté qui attendent justement que ça, de pouvoir s'engager au service d'associations. Et là, c'est des femmes, des hommes, des personnes âgés, des jeunes, des demandeurs d'emploi, des étudiants, tout type de profil, des collaborateurs d'entreprises classiques, mais à titre individuel qui vont poursuivre leurs engagements dans la vraie vie et un peu partout en France. D'accord, très bien. On reviendra peut-être sur cette partie à la fin, sur la manière de s'engager avec Pro Bono Lab. Pour revenir sur le marché du pro bono, est-ce que tu connais peut-être d'autres structures? Est-ce que tu les connais? Est-ce que vous travaillez peut-être ensemble, même si c'est une certaine, on peut dire, concurrence sur le marché? Est-ce que tu en connais? Oui, j'en connais plein et on en connaît de plus en plus, puisque par définition, je le disais, il y a une recrudescence de demande sur le sujet du bénévolat et du mécénat de compétences aujourd'hui. C'est un secteur qui est assez fédéré, c'est-à-dire que quand on parle de concurrence, et la crise a accéléré ces logiques partenariales,
elle est assez saine, ou elle est d'une certaine manière assez structurée. C'est-à-dire que il y a un certain nombre d'acteurs assez, qui ont un passif sur ces sujets dont on fait partie. Et là, on s'est récemment fédéré autour d'une coalition et du portail bénévolat.fr qui a été lancé pour que chaque acteur qui avait un passif, qui connaît parfaitement la valeur de l'accompagnement, qui connaît la complexité aussi de l'accompagnement du bénévolat de mécénat de compétences, se fédère au sein de ce collectif qui s'appelle bénévolat.fr. Vous pouvez aller voir le portail, et là vous allez retrouver Passerelle les compétences, France Bénévolat, Bénénova, et plein d'autres Webasso, enfin qui fédèrent aussi ce type d'activité. Après, vous avez, et ça, c'est des acteurs d'intérêt général, des associations qui portent comme nous un peu la démocratisation de cet engagement. Puis après, vous allez avoir des acteurs plutôt commerciaux, des entreprises. Oui. C'est clairement des entreprises qui ont compris qu'il y avait un segment de marché avec une logique beaucoup plus business, peut-être beaucoup moins d'intérêt général. Et là, on va retrouver des acteurs qui vont souvent proposer des produits un peu clés en main. Ils sont des opérateurs qui sont sur des formats bien précis et qui proposent comme nous un certain nombre de formats d'engagement. Il y a d'autres types d'acteurs qui sont les acteurs de la tech. Oui, aussi. On s'est quand même progressivement dit que pour pouvoir faire passer à l'échelle ces programmes d'engagement, il fallait outiller nos métiers. Et la tech en est très clairement une condition de réussite. Donc, vous avez des acteurs comme Microdon, comme Wannabe, comme Microde Company. C'est tous ces acteurs-là qui facilitent l'engagement par le partage de compétences et qui permettent souvent, quand des programmes sont bien structurés, quand justement on a tissé des bons liens avec des structures d'intérêt général, de faire en sorte que ces programmes passent à l'échelle. Il faut qu'on fasse très attention avec la tech parce qu'il faut surtout pas casser la valeur de l'intermédiation, parce que derrière en fait c'est des associations qu'on accompagne, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Dans le cadre d'un dispositif d'intérêt général, l'intérêt général c'est pas un business comme un autre, c'est d'ailleurs même pas un business d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est plein de nuances, mais c'est un secteur qui se structure avec des démarches extrêmement complémentaires et parfois des idéologies et des convictions assez opposées sur une même pratique. Oui. Et en fait, tu vois, je pense à justement, tu vois, offrir justement, inviter des acteurs RSE à enregistrer un podcast pour les faire connaître, pour les mettre en avant. Pour moi, c'est mon pro bono, tu vois. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui, je pense, peut aider aussi aider toute la communauté et tout le monde en profite. C'est très clairement une contribution à cette logique de plaidoyer qui consiste à faire prendre conscience à 64% des Français qui font du pro bono sans le savoir. C'est un chiffre qu'on a dans le cadre du panorama. En réalité, oui, il y a une autre manière de pouvoir faire progresser les enjeux de société et donner des réponses très concrètes à des associations. Ça s'appelle le pro bono et merci à toi de t'y engager à ce point. Ouais, ben avec grand plaisir en tout cas, et puis on va essayer d'entraîner le plus de monde possible. J'aimerais revenir juste sur ce qui t'a amené en fait à rejoindre Pro Bono Lab. C'est toujours intéressant pour les auditeurs de connaître un petit peu les raisons qui t'ont poussé dans cette voie, dans cet engagement. Pro Bono Lab pour moi c'est une structure un peu à part dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, qui est à la convergence d'un certain nombre d'aspirations. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un cabinet de président de département, convaincu sur des enjeux de développement de la vie associative, sociale, de solidarité, autour même de projets qui déjà m'ont permis de toucher du bout du doigt les sujets du mécénat. Voilà, cette envie part d'abord il y a l'aspect politique de changer le monde. C'est un engagement qui était né bien avant avec un ami qui s'appelle Maxime Werner et qui on avait cofondé une association pour
une meilleure politique publique de la jeunesse en France. Ah oui. Et du coup, on a cet engagement assez militant dès le plus jeune âge pour essayer de faire bouger les lignes. D'abord sur les questions de jeunesse, cette première expérience qui m'a permis de voir aussi les réalités des territoires, la complexité de le faire, de changer ce monde-là via les logiques publiques et politiques. Après, je suis arrivé au sein du cabinet Excel TBWA, dont la vocation est de faire en sorte que des associations puissent se développer via des logiques de fundraising, de levée de fonds, et des entreprises les engager dans la voie de la responsabilité. À l'époque, on parlait pas forcément de raison d'être, on parlait de mission sociale. Voilà, moi j'avais cette spécificité d'accompagner à la fois des collectivités, des associations dans leur développement, et puis des entreprises sur la voie de la responsabilité sociale, ce qui m'a fait rejoindre le réseau de Claude Bébéard, Oui. Des entreprises pour la cité, où là je dirigeais le pôle mécénat et investissement citoyen, avec cette ambition-là de se dire que voilà, le monde de demain ne changera pas sans des entreprises qui changent de pratique, qui changent d'état d'esprit et qui s'engagent. Une entreprise qui s'engage aujourd'hui, surtout quand c'est une grande entreprise, elle a un levier, un pouvoir de changement qui est phénoménal. Et donc très très rapidement, du public aux associations en passant par les entreprises, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de manières de changer les choses. Et en réalité, Pro Bono Lab, c'est le croisement entre toutes ces expériences. C'est continuer à accompagner des entreprises à changer le monde, mais cette fois-ci par la compétence, plus spécifiquement. C'est la convergence, justement, parce qu'on travaille beaucoup avec la sphère politique et publique pour faire porter ces idées, les démocratiser. Oui. La convergence aussi de ce que j'ai pu faire en agence chez TBWA au moment où on cherchait des ressources pour les associations. De la même manière, c'est cette capacité de leur apporter des ressources par la compétence autre que financière, comme je l'évoquais. Et surtout, pour moi, qui a été longtemps conseiller, consultant, le fait de porter cette transmission-là gratuitement, ça prenait son sens tout particulier. Voilà. Bien sûr. Je pense que c'était la convergence qui m'a amené au lab, c'est vraiment cette convergence, la croisée de toutes ces expériences professionnelles, et puis surtout voilà, dans le secteur, le lab est bien connu pour rassembler des gens assez extraordinaires, que ce soit au niveau du conseil d'administration ou de l'équipe de nos cofondateurs à nos chargés de projet, ce qui est voilà, moi j'ai tout de suite été attiré par le projet collectif du lab et les personnes que ce projet pouvait agréger. Ça m'a rendu complètement curieux dans un premier temps et complètement addict dans un second. Après 2 ans dans la structure, il y a très clairement toujours cette accroche au collectif qui est de plus en plus fort. Et puis par ailleurs, on y voit encore d'autres avantages, mais c'est vrai que de prime abord, ce qui m'a tiré au lab, c'est ça, c'est cette cohérence vis-à-vis de mon parcours, et puis surtout le collectif et les personnes que ce projet pouvait drainer depuis des années. Super. Très bien. Écoute, on reviendra peut-être un petit peu, tu sais, sur la partie équipe un petit peu plus tard. Là, je vais te parler surtout en fait de l'impact de Pro Bono Lab sur les entreprises et ses collaborateurs. Est-ce que tu as des chiffres ou des informations tangibles sur l'impact que vous donnez en fait, que vous apportez, l'impact positif? Oui, bien sûr. Chaque année, on publie notre rapport d'activité avec ces chiffres, hein, et nous, alors il y a des indicateurs qualitatifs, mais quantitatifs, pardon, mais de plus en plus, on s'attache nous à essayer de mesurer ce que ça peut apporter concrètement au titre de l'entreprise qui s'engage, de l'individu qui s'engage, de l'association qui reçoit des compétences. Et du coup, voilà, c'est sur ces indicateurs très précisément pour se dire, voilà, ce qui nous intéresse, c'est moins que l'entreprise engage beaucoup ses collaborateurs, mais est-ce que l'entreprise le fait bien? Donc on va s'attacher nous des indicateurs assez précis sur le sentiment d'utilité. Il y a plus de 60% des collaborateurs et des volontaires qui s'engagent, qui disent avoir redonné du sens à leurs compétences, avoir retrouvé une utilité. C'est assez intéressant
aussi ce chiffre qui consiste à dire qu'il y a plus de 50% des collaborateurs qui développent de nouvelles compétences. Parmi ces compétences, ces fameuses soft skills, l'empathie, Oui. la créativité, la résolution de problèmes complexes. Donc ces compétences qui seront essentielles au métier de demain, Tout à fait. notamment. Donc voilà, donc ça c'est deux indicateurs qui sont très très importants pour nous. Obligatoirement, il y a le taux de satisfaction des structures à finalité sociale qu'on accompagne, qui est toujours en dessus des 95%, parce qu'en fait, la multiplication des acteurs du mécénat de compétences, des opérateurs, fait que en réalité, l'impact a tendance, on le voit via le panorama du pro bono, à se déliter un peu. Pour vous donner une idée, il y a plutôt 60% des associations qui sont satisfaites des accompagnements en France. Là, on est plutôt à 80, à 95, 98. Donc, Ah ouais. on voit bien qu'il y a une différence selon justement le degré d'intermédiation et de suivi. Ouais. Tu as pas toujours les mêmes taux de satisfaction selon les opérateurs. Donc, je pense que il y a vraiment ces impacts sur les entreprises qui nous intéressent. Bon, on est à plus de 50 000 heures de pro bono, donc ça c'est un indicateur quantitatif, mais qui est important. Mais au-delà de ça, voilà, ce qu'on va essayer de voir, c'est ce que ça apporte concrètement aux volontaires et surtout aux structures à finalité sociale qui accueillent ces volontaires. Parfait, et c'est vrai que c'est toujours intéressant justement aux entreprises ou aux structures qui ne connaissent pas encore cet engagement, d'être convaincus par les résultats et dans le concret, dans le réel. Très bien, très bien. Je reviens un petit peu sur... alors je sais pas si tu as un modèle d'inspiration, tu sais, ça peut être une personne fictive ou une personne dans ton entourage qui t'a inspiré, ça peut être aussi plusieurs personnes. C'est quoi exactement ce qui t'a amené ou ce qui t'inspire actuellement? C'est vrai que du coup, tu as pu voir dans mon parcours, il y a vraiment des univers très diversifiés, Oui. le monde de l'entreprise, le monde du public, du politique. Enfin, il y a pas une inspiration particulière. C'est vraiment en effet des rencontres. Moi, ce qui m'inspire actuellement beaucoup, c'est peut-être même plutôt les volontaires qui s'engagent en toute discrétion et qui sur le tour de table final, quand on fait des missions, nous disent à quel point l'engagement qu'ils ont eu les ont transformés. Et ça, c'est admirable et c'est ce qui nous guide le plus dans notre action. Et d'ailleurs, plus on est sur des publics au départ qui ont perdu confiance en leurs compétences, plus voilà, on est inspiré par les retours qu'on a sur nos actions. Mmh. Moi, je pense beaucoup là en cette période les personnes qui sont en première ligne, oui. Parce qu'en fait, pour le coup, elles sont devenues très inspirantes. Hein. Tout à fait. Il y a toute notre société là pendant quelques semaines, elle a tenu sur des soignants, sur des bénévoles. Combien des 90% de notre économie, de notre PIB, de notre économie classique, ont tenu sur les 10% d'économie sociale et solidaire? J'aimerais bien le savoir, mais voilà. Je pense moi aussi. Actuellement, la vraie inspiration, c'est les gens qui se sont battus et qui continuent à se battre en première ligne. Et c'est ceux, mécaniquement, qu'on retrouve sur nos actions. Il n'y a pas de secret. Et je suis très admiratif de ça. Il y a bien sûr actuellement des personnes qui ont des positions très intéressantes. Je pense à des entrepreneurs sociaux. Moi, c'est un secteur que je découvre, mais la Sadoun de l'État qui remet l'économie sociale et solidaire au cœur de l'économie, et ça c'est forcément très inspirant pour moi. Je pense à Alizé Zachmer de Vexen, avec qui j'ai pu échanger récemment, qui sont des personnes qui font plutôt de penser et de parler, et c'est vrai que c'est très intéressant. Je pense aussi à des dirigeants. On a pu entendre des personnes comme Emmanuel Faber de Danone, comme Mathias Vichra à ses côtés, secrétaire général de Danone, qui je trouve sont en train de porter un discours que je trouve très intéressant et au-delà de ça, oui, assez sincère du côté de l'entreprise engagée. Voilà des réflexions de Cynthia Fleury récemment sur l'utilité sociale des métiers ou sur le rôle des soignants, de
de Dominique Méda. Voilà, j'ai pas une inspiration, c'est très, voilà, comme tu vois, centré sur l'instant, mais je pense beaucoup aux entrepreneurs sociaux qui sont en train de se battre pour que l'économie sociale et solidaire devienne la norme de demain. Ça devient moi la conviction première. Et puis à tous ceux qui portent une voix forte et différente, sincère surtout, sincère dans la période que l'on traverse. Voilà. Donc, je pense spontanément à ces personnes-là. Non, bah, c'est très bien, et c'est vrai que je te rejoins un petit peu là-dessus aussi. C'est vraiment global. C'est vraiment global, toutes ces personnes qui s'engagent et qui donnent de leur temps, leur motivation puissante en fait, hein, qui voilà, ils sont sûrement même peut-être pas payés parce qu'ils font plus que prévu. Voilà, donc il y a beaucoup je pense, une part de bénévolat dans tout ce qu'il y a actuellement dans cette crise. Et ça, c'est essentiel, c'est que typiquement, Dominique Méda parle de l'utilité sociale des métiers qui sont les caissières, les soignants, les éboueurs, tous les métiers de première ligne, les livreurs. On comprend que les métiers d'accompagnement sont devenus essentiels. Bon, en réalité, nous, ça fait des années qu'on le sait, puisque par définition, on prépare les collaborateurs d'entreprise à acquérir les compétences de ces personnes-là. Quand je parle d'empathie, c'est quand même la compétence. C'est des métiers, d'ailleurs, c'est intéressant, qui sont toujours très féminins. Oui. Il y a derrière ce débat-là, il y a la question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc ça relève plein de sujets. Au-delà de ça, il y a la question du bénévolat, c'est-à-dire que aujourd'hui, le pro bono, le bénévolat, sont pas comptabilisés dans notre PIB. C'est dommage. Ça génère une valeur inestimable. Et là, la crise qu'on traverse, nous le monde, c'est pas fini, parce que demain, ce sera une crise sociale, ce sera une crise économique, les inégalités sont en train de se creuser sur les besoins ultra-physiologiques que sont l'alimentation, l'éducation, l'insertion professionnelle. Il y a des gens qui vont se retrouver au chômage, des jeunes de quartiers défavorisés qui vont pas retrouver leurs emplois. On le sait, on le sait maintenant. Et du coup, le bénévolat, le pro bono sont en train de, comme je le disais tout à l'heure, faire tenir une bonne partie du PIB. Mais on ne le mesure pas. On parle souvent de coûts évités, d'ailleurs, quand on parle d'impact social sur nos sujets, mais on parle jamais de valeur que ça génère. Or, aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande partie de notre valeur économique qui tient sur les épaules de personnes qui s'engagent en pro bono. Sans parler des soignants qui font des heures sup, qui demandent plus d'ailleurs du masque des masques et du gel que des augmentations, mais en réalité, voilà, c'est important de comprendre que quand on va voir notre croissance, entre guillemets, repartir, il y en a une bonne partie de cette croissance-là qui aura été générée par des bénévoles. Et oui, c'est vrai que la valeur intangible dans les entreprises, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les bilans comptables, dans les rapports financiers, mais c'est énorme, c'est très très important. Voilà, ça rejoint l'importance du capital humain, qui, à la différence de machines, qui avons besoin de motivation, d'énergie pour continuer à avancer et à changer le monde, comme tu disais aussi. Très bien. On l'oublie souvent, mais une entreprise, c'est des capitaux financiers. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. Mais je pense que ce que cette crise doit nous rappeler, c'est qu'en fait, quand les capitaux financiers sont pas suivis par des capitaux humains, en réalité, ça devient très critique. Et je pense que cette crise, elle nous rappelle, et elle nous rappellera encore plus dans les prochains temps, parce que je pense que les gens vont pas revenir au travail dans la même avec les mêmes aspirations à l'engagement qu'ils avaient avant cette crise. Je pense qu'il va y avoir une vraie prise de conscience. Oui. Et on va comprendre comme jamais. Je pense que les dirigeants qui sont en train de prendre des positions fortes, de signer des tribunes fortes, sont en train de comprendre qu'une entreprise, c'est d'abord du capital humain. Et que le capital humain d'une entreprise, c'est les compétences des hommes et des femmes et des hommes qui la composent. Tout à fait. Et nous, notre métier, c'est transmettre ce capital humain à des associations. Donc, c'est ça, encore une fois, le pro bono, le message de compétences, c'est juste ça. Et c'est pour ça que moi, je crois que l'entreprise qui n'engage pas ses collaborateurs aujourd'hui, demain, elle risque d'être en très grande difficulté. Ça veut dire qu'elle n'est pas en train de préparer l'avenir qui s'annonce, et surtout de pas rendre acteurs les
lors de l'entreprise à mission d'ailleurs, ces collaborateurs de la mission première qui doit les animer, à savoir de faire face à cette crise phénoménale qu'on traverse et qu'on continuera à traverser dans les mois et années qui viennent. Moi, je te rejoins complètement. Et on reviendra peut-être après sur l'actualité. Concernant l'équipe et les équipes, comment se sont constituées vos équipes depuis toutes ces années? Je sais qu'il y a une part de jeunes collaborateurs importante. La moyenne d'âge est assez jeune. C'est 27 ans. Oui. Ça monte un peu parce qu'on a recruté des seniors qui ont plus de 30 ans. Ah oui. 32 ou 33, quoi. Non, c'est ironique, mais oui, la structure du lab, c'est une structure apprenante. Oui. Et moi-même, je suis le premier en phase d'apprentissage intensif dans cette période de crise. Oui. En tant que très jeune directeur général du secteur. C'est une structure apprenante, donc obligatoirement on a beaucoup de premières expériences, et quand c'est pas des premières expériences, c'est des premières fois au titre de responsable ou de directeur. Nous voilà, l'équipe elle se constitue de deux manières. C'est assez intéressant. C'est des personnes qui souvent sont très 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 convaincus par le projet, qui nous rejoignent au lab, parce qu'en fait leur vocation première, c'est beaucoup de personnes militantes, l'intérêt général tient énormément à cœur, ce qui est pour nous un peu une valeur fondamentale, qui nous rejoignent assez tôt dans leur carrière. Et puis par ailleurs on va avoir des profils, moi j'en suis un exemple de personnes qui vont privilégier, dont c'est un peu le switch, c'est-à-dire une première ou plutôt une deuxième partie ou une troisième partie de carrière, après avoir travaillé pour des grands groupes, une prise de conscience. Dans ces cas-là, c'est vrai que on se dit que voilà, je pense que ça correspond à la quête de sens de la trentaine, qui vont parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et oui. Et voilà, et se dire que il y a peut-être le fait de faire bénéficier de ces compétences pour des structures autres que des entreprises, des grandes entreprises. Encore une fois, moi j'en viens, donc je suis assez à l'aise avec cette idée, mais on a la numéro 2 du lab, Laura France, qui vient de la Société Générale, par exemple, qui a une très très belle carrière sur les plateaux de trading de la SOG. On a vraiment des personnes pour lesquelles c'est des switches importants. C'est le fait de pouvoir changer le cours de leur carrière professionnelle en retrouvant un sens supplémentaire. Voilà. Donc, et puis après, bien sûr, on a des recrutements assez classiques quand on a des besoins. L'équipe a s'est beaucoup renouvelée, a beaucoup grandi. Elle a triplé en 2 ans. Donc voilà, il y a toujours de belles opportunités de rejoindre Pro Bono Lab, quel que soit le profil. Je reviens juste sur l'actualité, enfin sur la partie présente, pour mettre en avant, si tu le souhaites, un événement ou quelque chose dont tu es fier au sein de ton organisation. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant plus qu'autre chose, vu le contexte actuel? Moi, on a fait ce choix de la mobilisation générale, collective, immédiatement autour de cette initiative que j'ai citée tout à l'heure, et ça c'est une immense fierté, parce que en faisant ce choix, on a pris la mesure de la crise qu'on traversait. Moi, je salue la vision de la présidente, de Céline Richesse, qui de manière très sage nous a appelé dans une période d'urgence comme celle-ci à ne pas se précipiter. Oui. Et surtout à pas être opportuniste, ça c'est important. Et dans une période comme celle-ci, de considérer qu'en effet on aura un rôle fondamental à jouer au moment de la reconstruction, et que du coup c'est vraiment cette étape-là que nous on était en train de préparer. On est très clairement pas des urgentistes, et on a tendance quand les temps sont durs à s'ouvrir à nos plus proches et à se tourner vers nos écosystèmes. C'est ce qu'on a fait. Je pense que ça c'est la plus grande fierté, l'histoire, et je pense que
déjà les premières réponses à cette crise nous donnent raison. Ça passera par une les réponses à cette crise, ça passera par le collectif avant de passer par des individus et des logiques très individualistes, court-termistes. Voilà. Donc Ouais. on a voulu penser long terme et le collectif bénévolat.fr pour moi c'en est un exemple flagrant. Donc ça c'est une vraie fierté. Je pense qu'après sur les temps forts desquels on est très fiers, c'est on a pu quand même nous adapter un certain nombre d'activités. Donc il reste plein de missions d'engagement à distance, des e-formats qui sont en cours. Tout ça c'est en effet sur notre site. On permet à des collaborateurs d'entreprise, à des volontaires de continuer à s'engager pour des associations mais à distance. Et ce qui va nous permettre de nous retrouver véritablement, c'est notre programme territorial. Je le disais, nous on croit beaucoup au territoire comme laboratoire. On croit vraiment au présentiel, à la valeur du contact humain, Oui. au-delà d'ailleurs de la connexion via un outil tech. Et du coup, ce programme chez nous, ça sera la Pro Bono Factory qui a lieu dans 8-10 villes françaises et qui vont nous permettre de mobiliser des centaines de collaborateurs et d'individus au service de grandes causes sociales et sociétales à partir d'octobre prochain et ce jusqu'en décembre prochain. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous un peu partout en France. Si les règles sanitaires nous le permettent, on prendra plaisir et moi personnellement à m'y rendre un peu dans chaque ville pour se retrouver parce que à la reprise il y aura une envie de se retrouver en présentiel physiquement et d'accompagner réellement les associations et ça sera on sera prêt. J'espère qu'on pourra vous accompagner également sur tous ces événements, donc avec plaisir. Du coup, la transition est parfaite pour la question suivante, en fait, qui concerne donc l'année 2020. Comment elle sera exactement pour toi dans ta vie perso ou dans ta vie professionnelle, et quelle innovation en fait vous allez apporter au sein de Pro Bono Lab? Nous, l'année 2020, la présidente a fixé un cap qui est assez clair et du coup, notre enjeu, ça va être de voir dans quelle mesure on le maintient. Il y a très clairement en 2018, c'était une année très importante pour nous au niveau de notre stratégie nationale. C'était l'année de notre arrivée à Céline Lorichès et moi-même, renouvellement du conseil d'administration, la reconstruction du projet stratégique national. 2019, ça a été l'année des territoires, donc on est passé de 2 à 5, 6 régions d'implantation. Oui. Et 2020, c'était pour nous l'année de l'international. On a une responsabilité à jouer au sein du Global Pro Bono Network. Pro Bono Lab est parfois plus connu dans le monde qu'en France. C'est assez paradoxal, mais c'est le cas au sein du Global Pro Bono Network. Voilà. Et dans un contexte, on va imaginer, de crise internationale, comme tu peux le voir, où des pays sont en souffrance aussi sur. Ouais. On n'a pas les mêmes organisations publiques, privées, pas la même réactivité. On a un réseau international qui s'en voit aussi fragilisé. Donc, en 2020, on organise un sommet international du Pro Bono, le Global Pro Bono Summit, qui aura lieu en octobre prochain à Paris. Alors aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir s'il sera maintenu en digital ou s'il pourra avoir lieu en présentiel. On n'est pas devin. Mais du coup, ce qui est important pour nous cette année, c'est de prendre nos responsabilités au niveau international et au niveau européen. Je disais tout à l'heure que la réponse à cette crise, elle va être certainement collective. Elle sera peut-être pas tellement nationale finalement, elle sera à minima européenne ou internationale. Et donc on maintient le cap sur des efforts assez importants pour essayer de relancer ce réseau, d'essayer de fédérer ses membres. Et donc ça aura lieu en octobre prochain. J'ai déjà parlé de la factory au niveau des territoires. Oui. Et au niveau international, je pense plus spécifiquement à cette séquence-là qui est essentielle pour nous dans les prochains mois. Très bien. Je vais revenir sur ton parcours. Tu en as parlé un petit peu précédemment. Voilà, c'est toujours intéressant de connaître un peu le chemin que tu as parcouru en tout cas, et jusqu'à Pro Bono Lab. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à l'heure je parlais plutôt des expériences professionnelles. Je disais l'envie de travailler dans une
une association pour une association. Elle est venue assez tôt, avec des belles rencontres aussi. J'ai vraiment eu de la chance, encore aujourd'hui, chez Pro Bono Lab, de pouvoir d'avoir un parcours qui est très rythmé par les rencontres, aussi qui est dans mes gènes et dans l'éducation qu'on a pu me donner dès le plus jeune âge. Mais voilà, je pense que ces expériences au sein plutôt d'une collectivité territoriale, d'un gros cabinet, d'un réseau d'entreprises ensuite, et puis au sein de Pro Bono Lab, mon parcours on va dire que la cohésion entre ces différentes expériences, c'est le sujet de l'engagement, comme tu peux le voir. Oui. Voilà. Et surtout des rencontres. C'est vraiment le choix du lab. Pour moi, ça a été le choix du collectif des rencontres, et d'essayer de le faire avec des gens, à un moment de ma carrière avec lesquels j'avais envie de le faire. Voilà. Je pense que mon parcours, il est assez simple. C'est celui que je décrivais tout à l'heure. D'accord. Mais c'est vrai que tu nous as raconté un petit peu. Bon, c'est quelque chose que tu as eu, on va dire, très jeune. Donc, tu as continué à suivre ton intuition, ton inspiration. Et on t'en remercie. On t'en remercie aussi. C'est vrai que la première fois qu'on s'était parlé, c'était ce podcast intéressant, parce que ça avait eu valeur de me replonger moi-même sur des questions que je m'étais jamais trop posées, et de réaliser à quel point les chiens font pas des chats. Je parlais notamment de mes parents, qui sont deux personnes très engagées, un dans son travail, papa qui dirige une entreprise et qui très vite dans les entreprises portait ces sujets-là de l'engagement, ce sujet de la valeur du capital humain. C'est toujours quelqu'un qui s'est battu pour les hommes et les femmes qui pouvaient faire ces entreprises et les activités. Et puis j'évoquais le cas de ma maman qui a passé sa vie à s'engager encore actuellement pour sa ville, et qui en réalité ont été les premiers à faire du pro bono bien avant moi. Voilà. Je pense que il y a cette convergence du pro et du perso, mais oui. qui fonde ce parcours professionnel actuel. C'est vrai que l'influence des parents est quand même primordiale. Nos premiers influenceurs. C'est ça. Je reviens juste sur l'actualité. On arrive presque à la fin du podcast. Je reviens juste sur l'actualité. Effectivement, bon, on a commencé l'année un petit peu fort avec ce coronavirus. Donc, on est presque à la moitié de l'année déjà. Ça va vite. Est-ce que tu penses comme moi qu'on est arrivé à un croisement de chemin et on va devoir choisir des directions différentes? Est-ce qu'on continue à faire comme avant cette crise sanitaire, économique et sociale, ou est-ce qu'on va devoir changer certains aspects de notre vie personnelle, professionnelle, changer notre consommation, notre alimentation, notre façon de produire des biens et des services dans les entreprises, avant que ça n'empire? Est-ce que tu partages ce point de vue? Déjà, moi, alors paradoxalement, je me sens pas aujourd'hui en capacité de dire il faut ça, il faut ci. On est des acteurs plutôt du faire et de la pratique, Oui. et je pense que ce que j'analyse moi, c'est que nos intuitions étaient les bonnes. Ça peut paraître prétentieux, mais ça fait 12 ans que moi je travaille dans pour ou dans cette économie sociale et solidaire. Et ce que cette crise nous enseigne, c'est qu'en fait, on a raison. On représente 10% de l'économie, mais on a raison. Que en fait, sans être un grand philosophe ou un grand sociologue ou quoi que ce soit, et à un pauvre niveau, j'observe simplement que si on continue comme ça, la crise qu'on traverse, ça va devenir une crise continue, tout simplement, parce que là c'est une crise sanitaire, mais on voit bien les sujets, la question du climat qui se présente à nous, la crise sociale et économique qui se présente et qui sont imminentes.
ils vont creuser des inégalités. Donc oui, je pense que là, celui qui a pas compris qu'il fallait changer, il a rien compris du tout. Voilà. Donc moi j'ai signé cette tribune il y a quelques jours dans Ouzbek Erika où j'essayais concrètement de donner une solution assez précise. Oui. Et cette solution, elle existe depuis des années. C'est de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire qui porte ces valeurs, qui va nous permettre de penser à un autre paradigme économique, progressivement, Oui. elles deviennent une inspiration, une norme, que les grandes entreprises continuent la transformation qui les engage vers des entreprises à mission, c'est-à-dire qu'il y a une mission qui dépasse leurs enjeux économiques, qui est celle de faire en sorte qu'elles perdurent dans ce monde, parce que dans un monde qui perdure pas, par définition, une entreprise, elle cesse d'exister. Donc ça, c'est un premier point, mais surtout d'essayer de penser une relance de l'économie sociale et solidaire. Si on prend actuellement le plan de relance tel qu'il est prévu, il est proportionnel aux revenus, au budget et au chiffre d'affaires des entreprises. Donc j'ai envie de vous dire, l'économie sur laquelle tient le bénévolat, qui n'est pas valorisée dans le PIB, tel qu'on l'évoquait tout à l'heure, cette économie des petits acteurs des solutions, finalement, elle émergera pas. Je pense que moi, la seule, je réitère par rapport à cette tribune que j'ai pu signer récemment, c'est que je suis convaincu qu'il est temps de mettre en avant, de faire en sorte que les deux trajectoires d'une économie classique qui s'engage et d'une économie sociale et solidaire qui doit émerger pour longtemps s'entrecroisent. J'oppose pas les deux. Je pense qu'en réalité, ça serait vraiment même une erreur fondamentale d'opposer ces deux économies. Plutôt de savoir à quel moment elles vont pouvoir se rejoindre et à quel moment on va pouvoir mettre les mêmes efforts des deux côtés, ce qui consiste à faire émerger la vocation sociale des entreprises classiques et ce qui consiste à faire émerger la vocation économique des entreprises sociales. C'est vraiment moi ma conviction. Oui, comme je l'ai toujours dit, en tout cas dans mon mantra, la performance sociale, écologique et économique sont compatibles. Donc on peut trouver des solutions à court et moyen terme et voilà, pour améliorer la planète, améliorer les collaborateurs, améliorer tout l'ensemble de l'écosystème de nos vies. Je pense qu'ils sont compatibles, mais ils sont même extrêmement vertueux. C'est-à-dire que très clairement, une entreprise qui se porte mal, elle a du mal à mener des politiques sociales fortes. Et si elle s'engage pas pour ces écosystèmes en souffrent et du coup, elle devient moins pérenne. Je pense que c'est vraiment une logique vertueuse. Une entreprise qui socialement permet à des collaborateurs de s'engager, elle est plus performante socialement, mais de fait, des collaborateurs engagés, ça devient des collaborateurs performants. Et je pense que tout à fait. On essaie de comprendre qu'il y a peut-être une prise en compte plus systématique de l'ensemble de ces dimensions stratégiques, parce que je pense que c'est des dimensions qui sont intimement liées. Oui. Et surtout dans le contexte actuel, l'idée de se dire qu'il faut voir vraiment à long terme. Enfin, là, moi, je suis dans mon appartement parisien. On est confiné depuis plusieurs semaines, quasiment 2 mois. Et paradoxalement, Paris, où je vis, a jamais été aussi respirable. Extrêmement frustré de voir que Paris est ensoleillé, donc obligatoirement beaucoup plus belle qu'avant, moins polluée. Voilà, en fait, on est dans une société qui comprend que, en fait, cette crise touche beaucoup les aînés, les personnes vulnérables, et qu'il y a peut-être quelque chose à réinventer dans le rapport qu'on a à ces gens-là. On est dans une société où on voit que les générations futures qui sont pas touchées par le coronavirus finalement, ou très peu, ont peut-être voix au chapitre et qu'il serait peut-être temps d'écouter ce qu'ils ont à nous dire aussi, que en fait le monde qui vient c'est le leur plus que le nôtre. Et du coup, voilà, je pense que l'enjeu aujourd'hui c'est d'entendre ces différents messages qui nous sont adressés. Et franchement, si on peut faire une proposition qui est concrète, je vois pas l'intérêt d'en faire une de plus, parce qu'on en fait depuis des années, c'est de se dire que toutes ces valeurs, cette économie qui remet au cœur l'humain, mais au-delà de l'humain, le rapport de confiance, oui. elle existe.
elle existe déjà. Ça n'a rien de l'inventer. Elle existe déjà. C'est cette économie classique qui s'engage et qu'il faut saluer. Moi, je salue les grandes entreprises qui s'engagent, qui essaient de faire évoluer leurs activités, parce que c'est pas simple. C'est pas simple de changer des habitudes dans le temps. Et puis surtout, je reconnais la valeur fondamentale d'une économie sociale et solidaire qui a compris ça depuis le début et qui, pour moi, porte toutes ces valeurs depuis à partir du moment même où elles se sont créées, puisque c'est dans les valeurs même des statuts de l'économie sociale et solidaire. Merci d'avoir partagé ta réflexion, Sylvain. Avant de terminer cet enregistrement, moi je suis salarié d'une entreprise, voilà, je suis un chef d'entreprise. Qu'est-ce que je fais? Le pro bono, moi ça m'intéresse, j'ai envie de m'engager. Comment je fais? Comment je te contacte? Déjà, nous, un salarié, ça nous intéresse à peine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le citoyen. Donc, en réalité, qu'on soit citoyen, salarié ou pas, la démarche c'est la même. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un a envie de mettre des compétences qu'il pense avoir ou qu'il pense ne pas avoir d'ailleurs au service du bien public, il suffit de venir nous voir. On va changer de site là dans les semaines qui viennent, mais en attendant, il y a toujours ces formulaires de contact sur probonolab.org, de venir simplement nous voir, parce que on met en place un certain nombre de hotlines qui permettent à ces personnes de poser leurs questions. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, pour les entreprises plus spécifiquement qui le souhaitent, de participer massivement à ces programmes, à ces grands programmes que j'évoquais, les programmes au cœur de nos territoires, la Pro Bono Factory, les programmes qui nous permettent de faire nos métiers sur des publics qui sont éloignés de l'engagement. Je pense à nos explorers, tels qu'on les appelle, puisque ça permet à des personnes d'explorer la pratique du pro bono. Mais voilà, je pense que c'est surtout dans ces grands programmes qu'on se retrouve le plus, le mieux avec ses collaborateurs, et avant tout d'ailleurs, c'est ces citoyennes et ces citoyens. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi, c'est un grand plaisir. Merci d'être à nouveau, d'avoir participé à nouveau, à cet enregistrement. Je remercie également Nina Danet, qui nous a mis en relation, qui est chargée donc des relations presse et relations publiques. Merci également aux auditeurs, aux auditrices, aux collaborateurs et collaboratrices des entreprises engagées ou pas encore dans la performance sociale, écologique et économique. Un petit rappel juste sur le podcast. Changer les entreprises, changer le monde. Le podcast qui vous fera aimer la RSE. Donc vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir un acteur RSE qui change les entreprises, comme Pro Bono Lab aujourd'hui, en France et à chaque épisode. Le podcast est disponible sur les plateformes YouTube, SoundCloud et Spotify. Et enfin, si vous êtes un acteur RSE et que vous souhaitez participer au podcast, contactez-nous sur Twitter et Instagram @RSE et compagnie. Merci pour votre écoute, merci Sylvain. Merci à toi. Et à bientôt pour changer les entreprises et changer le monde.